Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous accueillir virtuellement à ce webinaire organisé en partenariat avec le Congrès français de psychiatrie. Je me présente, je suis Julie Morales, chargée de marketing au sein du cabinet BC, qui accompagne l'APA depuis plus de 40 ans maintenant. Avec moi, Elisabeth Géry, responsable marketing et développement chez BC également. Et nous sommes également accompagnés aujourd'hui par les docteurs Gérard Chadili, psychiatre, addictologue et administrateur de l'APA, et Marc Bétrémieux, psychiatre et également vice-président de l'association APA. Au programme ce matin, on vous propose un décryptage du fonctionnement des droits statutaires et leurs impacts sur la protection sociale, avec un focus notamment sur le Ségur de la santé et sur la réforme des nouveaux statuts 2022. Gérard Chadili et Marc Bétrémieux vous exposeront également comment l'APA s'engage au quotidien pour agir sur la qualité de vie au travail et vous parleront également de la prévention des risques psychosociaux. N'hésitez pas, si au cours de ce webinaire, vous avez des questions, à les poser via l'onglet questions, tout simplement. On y répondra du coup en fin de séance. Je vais donc laisser la parole à Marc qui va nous donner quelques informations sur l'APA et ce qu'elle représente. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Marc Bétrémieux, je suis un ancien syndicaliste psychiatre des hôpitaux et aussi responsable au niveau de l'APA, puisque maintenant j'en suis le vice-président. Donc, l'APA a été créée au départ par des collègues qui s'étaient rendus compte que le statut était très très fragile du côté de la protection sociale. Il l'est resté d'ailleurs, parce que c'est un sujet sur lequel qu'on va développer tout à l'heure, mais sur lequel il faut vraiment insister. Donc, à l'époque, des anciens syndicalistes se sont mobilisés, ont pensé à créer une association et se sont rapprochés justement de courtiers de façon à ce qu'on trouvait le meilleur contrat, les meilleurs contrats, les plus adaptés aux spécificités des statuts des praticiens de l'époque. Mais on continue le chemin puisque nous avons repris le flambeau et nous continuons justement à négocier avec BC, qui est notre courtier d'assurance, avec Generali, qui est notre assureur, de façon à ce qu'on a proposé pour notre association et des praticiens qui y adhèrent le maximum de protection. Protection aussi et par rapport au quotidien de la vie, puisque nous accompagnons, et on en parlera tout à l'heure, par un fonds d'intervention solidaire, certaines situations critiques et difficiles dans lesquelles se trouvent certains praticiens, mais également sur la période que nous avons traversée en 2020 et 2021 et qu'on continue à vivre au niveau du Covid. Nous avons aussi développé un fonds d'intervention et un soutien très, très particulier pour des collègues qui avaient des problèmes de revenus, etc. Donc, l'association, 41 ans d'existence, vous avez sous les yeux. Nous sommes 11 000 adhérents. 11 000 adhérents, c'est un praticien hospitalier sur 5. Vous savez que les praticiens, nous sommes autour de 50 000 praticiens temps plein, enfin maintenant c'est un statut unique, contractuel, mais également universitaire. Nous sommes donc 26 000 bénéficiaires qui représentent les familles et les ayants droit. Donc ouvert à tous les médecins, entre guillemets, mais puisqu'il y a également les odontologistes et les pharmaciens, donc qui sont et les internes dès le début de leur formation, spécialité. Donc, je l'ai développé, donc nous sommes assez pionniers dans la protection des praticiens hospitaliers, je ne vais pas redire les choses. Et puis, nous avons cette compétence, puisque nous venons aussi du monde syndicaliste et nous travaillons longtemps et continuons à travailler avec le ministère sur les questions des carrières hospitalières. Vous savez tous, et on en parlera, c'est l'objet du jour, développé autour de la question des statuts, des nouveaux statuts, et ce que ça représente et ce que ça implique, la question des indemnités, la question des gardes, tout cela, ce sont des points sur lesquels nous travaillons de façon très pointue et pour lesquels nous apportons aussi une expertise au niveau de notre assureur, mais aussi au niveau de nos collègues qui font appel à nous. Prévention des risques sociaux, c'est un sujet extrêmement important pour nous, puisque nous savons les grandes difficultés dans lesquelles se retrouvent de nombreux collègues. On en parlera aussi tout à l'heure. Et donc, c'est un programme que nous allons développer, vous verrez ça dans les prochains mois, autour d'outils d'accompagnement par rapport aux
question de souffrance au travail, de risques psychosociaux. Et nous avons tenu d'ailleurs l'an passé au congrès de la CIP un séminaire sur la prévention des risques sociaux et nous nous sommes rendus compte de la grande souffrance dans laquelle se trouvaient un certain nombre de collègues. Et puis solidarité, fonds d'intervention, je vous en ai parlé. Donc protéger les praticiens. Donc c'est une association de praticiens, d'hospitaliers, de toute génération dans le métier, pionniers dans la façon de, comme le rappelait notre président, pionniers de la façon de pallier les lacunes. Voilà, donc 3 grands mots: simplicité, sécurité, solidarité. Peut-être suivante. Donc, pour rappeler la question de la protection sociale des praticiens, alors, j'ai pas compris pourquoi on a passé la... Voilà, revenir là-dessus. Donc, c'est hospice praticien, donc hospice praticien adhérent, avec une répartition en majorité de temps plein, évidemment, des titulaires, des hospitaliers universitaires, 500 internes. Nous avons une politique extrêmement forte de contact, de prise en charge et d'accompagnement des collègues. Et les internes, nous avons un contrat spécifique, on en parlera également. Et toutes les spécialités sont représentées, c'est extrêmement important, puisque nous avons aussi bien au niveau de nos adhérents que notre conseil d'administration des représentants de chaque spécialité, anesthésiste, psychiatre, évidemment, puisque au départ, c'était un syndicat psychiatre qui a développé ça, les pharmaciens, les médecines générales. Et enfin, nous travaillons aussi avec un certain nombre de partenaires. Nous avons des conventions, des accords aussi de soutien, aussi bien pour des associations qui interviennent au sein de l'hôpital, qui soutiennent les patients, qui soutiennent les collègues également. Des accords aussi avec des associations telles que SPS, on en parlera également. Voilà, si on peut avancer la diapo. Merci. Et donc, peut-être sur ce point-là, je vais laisser la parole, peut-être Julie peut faire la transition. Oui, on va du coup laisser la parole à Elisabeth. Elisabeth, la fonction publique hospitalière regroupe effectivement un ensemble de professions avec, on l'imagine, des droits en protection sociale spécifiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur la particularité des praticiens hospitaliers ? Alors oui, effectivement, merci Julie. Il nous semblait important de zoomer sur cette particularité et cette représentation en fait des praticiens hospitaliers. Alors à l'écran, vous avez les chiffres 2020, mais sachez qu'ils ont légèrement évolué. Aujourd'hui, les praticiens hospitaliers représentent en fait 5% de la fonction publique hospitalière, avec au total, ils sont 59 282 en fin 2021. Et donc 5%, ils représentent effectivement 5%, donc des 1 180 000 agents de la fonction publique hospitalière. C'est intéressant parce qu'en fait, vous, praticiens hospitaliers qui êtes derrière vos écrans aujourd'hui, et les internes également, vous avez un statut spécifique, car vous n'êtes pas franchement des fonctionnaires, vous êtes des agents publics sous statut, et ça a quoi comme conséquence? Eh bien, ça a des conséquences sur les droits statutaires, puisque les lois et les règlements du statut général de la fonction publique ne vous sont pas applicables. Vous avez vraiment des droits spécifiques. Et vous avez également un profil, on va dire, particulier, différent en tout cas des autres agents de la fonction publique hospitalière, notamment parce que les différents statuts qui composent votre profession sont particuliers et avec des modes de rémunération différents. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est qu'effectivement, effectivement, on l'a bien compris, les PH ont un positionnement particulier au sein de la communauté des soignants. Et du coup, Elisabeth, est-ce que tu peux effectivement nous expliquer plus en détail si cette spécificité se retrouve également dans leur mode de rémunération ?
Alors tout à fait, c'est le point de départ d'ailleurs de tout ce qui va en découler en termes de droits statutaires. Donc c'est important, il nous semblait important de faire un zoom particulier sur ces éléments. Donc effectivement, il y a 2 bases principales en fait, dans le mode de rémunération du praticien hospitalier. La première base, c'est, ce qu'on appelle les émoluments hospitaliers ou, communément aussi appelé le traitement de base. Celui-ci, il va être déterminé selon 2 critères en fait. Tout d'abord, le statut du praticien hospitalier. Donc, quand on dit statut, ça peut être praticien hospitalier temps plein, ça peut être assistant, ça peut être contractuel. Donc, ce premier élément va déterminer la base. Et puis ensuite, en fonction de chaque statut, vous allez avoir des échelons associés qui vont être différents selon le statut. Donc ces 2 éléments vont déterminer de façon, combinée, vont déterminer en fait, le premier niveau de rémunération, du praticien hospitalier. Et puis, à côté de cette, 1re rémunération de base, il y a ce que l'on appelle les revenus complémentaires ou annexes, qui vont, qui vont être déterminés par les gardes que vous pouvez réaliser, les indemnités et les primes également que vous pouvez, avoir et les astreintes. Cette partie de rémunération, elle va donc être variable, mais elle peut être aussi très importante et c'est, ce qui va aussi, permettre, derrière, devoir être pris en compte en fait, dans la protection sociale, du praticien hospitalier. Parmi les primes et les indemnités, on peut voir, effectivement que si, par exemple, le praticien hospitalier, exerce à temps plein à l'hôpital, il va pouvoir bénéficier, de ce qu'on appelle l'indemnité d'engagement de service public exclusif, qui est une prime, on le verra après, qui a un montant quand même assez important. Il y a également parmi ces primes et indemnités, ce qu'on appelle, l'indemnité multisite, mais c'est pareil, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, voilà, c'est des éléments qui vont venir s'ajouter, en fait, à la rémunération de base, du praticien hospitalier. Alors, effectivement, il y a eu un premier changement en 2020, au niveau réglementaire qui a donc, succédé, toute la crise, liée au Covid. Beaucoup de changements se sont opérés au travers du Ségur de la santé. Et notamment le premier et celui qui a été majeur, c'est, sur la rémunération, des praticiens hospitaliers, qui, donc, a été, modifié au travers de la grille des émoluments, de traitement de base. Donc avant on avait 13 échelons. Par la suite, après le Ségur de la santé, on se retrouve également avec 13 échelons, mais on voit qu'en fait, cette grille a été, réévaluée, et les 3 premiers échelons ont été, supprimés, pour, arriver directement au 4e échelon de l'ancienne grille. Ça, c'est le premier point de départ. Et puis, par la suite, donc trois échelons supplémentaires ont été créés en fin de grille pour réévaluer et réestimer, revaloriser les carrières, les fins de carrière des praticiens hospitaliers. Donc ça a permis pour notamment les nouveaux praticiens hospitaliers qui rentraient dans leurs fonctions tout jeunes, de pouvoir bénéficier d'une rémunération plus importante dès le premier échelon. Voilà, donc ça c'est un point important sur la revalorisation. Et alors ce que je voulais également ajouter, c'est que au 1er juillet 2022, cette grille d'émoluments a également été revalorisée comme l'ensemble des indices de la fonction publique, avec une augmentation de 3,5%. Alors on l'a vu tout à l'heure, hein, effectivement, donc on a la rémunération des
de base de traitement hospitalier, les émoluments hospitaliers qui constituent la base de la rémunération du praticien hospitalier. Et puis derrière, on a tout ce qui est primes et indemnités. Le Ségur de la santé a permis de revaloriser également certaines de ces primes, et notamment l'indemnité d'engagement de service public exclusive, puisque celle-ci, en fait, avant 2020, s'élevait à 490,41 €. Et le Ségur de la santé a permis de la revaloriser à 1010 €. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est cette prime était différente selon les statuts à partir de 2020, et cette revalorisation, elle est versée en fait pour le même montant pour l'ensemble des statuts. Donc 1010 € à présent par mois. Donc ça, c'est une grande avancée aussi, et c'est ce qui va être à prendre en compte dans la protection sociale également des praticiens hospitaliers. Une autre prime aussi qui a bien évolué avec le Ségur de la santé, c'est la prime d'exercice territorial, qu'on appelle également prime multisite. Donc celle-ci était, et donc c'est une prime qui est versée à un praticien hospitalier qui exerce sur plusieurs établissements. Elle était de 420,86 € avant le Ségur de la santé. Elle a été revue, et elle varie en fait de 250 € à 1000 € selon le nombre de demi-journées exercées sur plusieurs sites. Alors là, oui. Merci Elisabeth. Oui, pardon, mais du coup, effectivement, c'est toi qui vas assurer aussi cette transition. C'est vrai qu'en début d'année 2022, une nouvelle réforme a été mise en place sur les statuts des praticiens hospitaliers. Et donc, je te laisse nous expliquer les changements que cela a engendré pour eux, du coup. Alors effectivement, en février 2022, une nouvelle réforme a vu le jour pour les praticiens hospitaliers. Celle-ci vise à rendre en fait plus attractives les carrières hospitalières à l'hôpital, et surtout permettre aux praticiens hospitaliers de diversifier leurs activités entre l'hôpital public, les structures de santé et l'exercice libéral. Que cet exercice libéral soit exercé d'ailleurs soit à l'hôpital, soit à l'extérieur de l'hôpital. Alors, cette réforme, elle concerne particulièrement deux statuts, celui des praticiens hospitaliers et celui des praticiens contractuels. Et donc, on va voir tout de suite les changements, notamment pour le praticien hospitalier. Donc, avant la réforme, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous aviez le statut de praticien à temps plein et le statut de praticien à temps partiel. Aujourd'hui, en fait, depuis cette réforme de février 2022, il y a eu une fusion en fait de ces deux statuts, qui n'en fait plus qu'un derrière la dénomination du praticien hospitalier temps plein. Et on voit aussi que cette réforme est venue un petit peu modifier les temps de travail, les temps d'activité des praticiens hospitaliers, puisqu'en fait, donc effectivement, plus d'activité à temps partiel, en tout cas dans sa dénomination, et la possibilité en fait de faire varier son temps d'activité entre 50% et 100%, d'une part donc à l'hôpital ou hors de l'hôpital. Donc, soit effectivement, à partir du moment où vous êtes sur 10 demi-journées hebdomadaires, vous avez le statut de praticien à temps plein. Et si vous êtes entre 5 et 9 demi-journées hebdomadaires, là, vous êtes sur toujours un statut de praticien à temps plein, mais avec un temps d'activité qu'on va dire réduit. Donc, ce qu'on a vu aussi par rapport à cette réforme du statut du praticien hospitalier, c'est qu'en fait, on voit que on n'a plus la possibilité de travailler 4 demi-journées dans la semaine. Alors, ce temps de travail, il peut être exercé, effectivement, je le disais tout à l'heure, soit dans un seul et même établissement public de santé, mais également il peut être réparti entre un établissement public de santé et public et privé, ou bien encore avec une activité libérale à l'extérieur de l'hôpital, et c'est ce qu'on va voir aussi maintenant.
Donc effectivement, la réforme a permis donc, pour, donner la possibilité aux praticiens hospitaliers d'avoir une plus grande latitude, on va dire, sur les diverses activités qu'il aurait, la possibilité d'exercer. Donc permet maintenant d'avoir une activité soit libérale à l'intérieur de l'hôpital, soit à l'extérieur de l'hôpital. L'activité libérale est donc possible à l'extérieur de l'hôpital pour les praticiens hospitaliers qui auraient un temps d'activité entre 50% et 90%. Pour ce qui est de l'activité libérale intra-hospitalière, donc à l'intérieur de l'hôpital, là, elle est possible pour les praticiens hospitaliers qui sont sur un temps de travail à 80 ou 90%. Donc ça, c'est vraiment une particularité importante et un changement important, hein, dans les choix qui sont offerts aujourd'hui à travers cette réforme aux praticiens hospitaliers avec ce nouveau statut. Il faut quand même bien avoir en tête qu'à partir du moment où une activité libérale est exercée, la prime, l'indemnité d'engagement de service public exclusive, il y a un renoncement à celle-ci de la part du praticien hospitalier et elle ne pourra plus lui être versée. Donc la réforme, tout d'abord, effectivement, beaucoup de changements sur le nouveau statut du praticien hospitalier, mais également le nouveau statut, le praticien contractuel, beaucoup de changements pour le praticien contractuel. C'est vraiment, on sent que dans cette réforme, en fait, il y a eu une volonté de simplification, en fait, hein, d'un certain nombre de points dans la gestion des ressources humaines médicales et la possibilité pour les établissements publics de santé d'avoir plus de souplesse, en fait, dans le recrutement et dans le recrutement de cette partie de praticiens contractuels. Alors, le changement majeur, hein, dans cette réforme pour le contractuel, c'est qu'en fait, avant, on avait ce statut de contractuel, mais également un statut d'attaché de clinicien. Les statuts d'attaché de clinicien, en fait, disparaissent pour venir se confondre avec le statut de praticien contractuel. L'objectif aussi de cette réforme pour ce statut de contractuel, c'est de limiter à 6 ans l'exercice sur ces emplois de non titulaires et de favoriser le plus rapidement possible, en fait, la prise de poste, la titularisation, en fait, sur un poste de praticien hospitalier. Alors effectivement, plus de souplesse dans le recrutement. Donc aujourd'hui, l'hôpital qui veut recruter un contractuel, normalement, est censé le faire au travers de 4 motifs différents pour lesquels vont eux-mêmes découler des temps d'activité possibles différents, variables. Donc vous avez les 3 premiers motifs, notamment qui resteront toujours sur des contrats à durée déterminée, et le 4e motif pourra, lui, par contre, se transformer après une durée cumulée de 3 ans, se transformer en contrat à durée indéterminée. Le 4e motif, c'est le seul qui peut déboucher sur un CDI en contractuel, toujours sur le statut de contractuel. Le premier motif, en fait, il est donc le premier motif de recrutement, il est donc pour en fait assurer le remplacement d'un praticien hospitalier quand il y a un surcroît d'activité, surtout, et il va être proposé entre 10 et 100% en termes de temps d'activité. Le deuxième motif, lui, il est plutôt il doit être utilisé par l'hôpital vraiment quand il y a des difficultés particulières de recrutement sur des activités qui le nécessitent, afin de pouvoir élargir la possibilité d'offre de soins. Là aussi, on est sur un temps d'activité qui est, comme le premier motif, entre 10 et 100%. Le troisième motif, lui, il est vraiment plutôt très clair. C'est vraiment pour les praticiens hospitaliers qui sont en attente de passer le concours de PH.
Et enfin, le dernier motif et le quatrième, lui, donc c'est un motif de recrutement pour compléter et développer l'offre de soins territoriale et vraiment la coopération extra-hospitalière sur un territoire bien défini. Et là, en revanche, il ne va pas pouvoir être supérieur à 4 demi-journées, donc à 40%. C'est un temps d'activité à 40% maximum. Voilà, donc on voit que ça change quand même pas mal de choses, en tout cas sur la façon de recruter, et ça a des incidences effectivement aussi sur les temps d'activité possibles. On ne vous détaille pas, effectivement, il y a beaucoup d'autres points dans cette réforme qui est très très vaste, qu'on ne vous détaille pas là parce que l'important c'était de faire le zoom vraiment sur ces nouveaux éléments. En revanche, ce qu'on constate aussi par rapport à cette réforme, c'est qu'elle elle n'est pas venue améliorer en fait les droits statutaires des praticiens hospitaliers et des contractuels par rapport en cas d'arrêt de travail et en cas de maladie. Et ça, c'est vraiment un point important. Alors, effectivement, il y avait des statuts, notamment les attachés, les cliniciens n'avaient pas les mêmes droits statutaires que les contractuels, donc ça a tiré quand même vers le haut un certain nombre de statuts, mais ça reste largement insuffisant, et c'est ce que vous allez voir sur le schéma que vous voyez à l'écran. Ce qu'il faut bien avoir en tête, en fait, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le praticien hospitalier, mais c'est aussi valable pour les internes, notamment. Donc, sa rémunération est composée d'émoluments hospitaliers, d'un traitement de base, puis de primes, de garde et d'astreinte. Donc, entre le premier mois et le 3e mois d'arrêt de travail pour maladie, en fait, le praticien hospitalier ou l'interne va toucher 100% de son traitement de base par l'hôpital. En revanche, dès le premier jour de son arrêt de travail, il ne touchera pas certaines primes, et il va perdre surtout ses gardes et ses astreintes. Donc on voit bien que dès le premier jour, en fait, on a une perte importante de rémunération. Et ce qui va aussi être très impactant et très problématique par la suite, c'est que à partir du 4e mois d'arrêt de travail et jusqu'au 9e mois, là, on est sur un traitement de base qui diminue de 50%. Donc l'hôpital ne verse plus qu'aux praticiens hospitaliers ou aux internes 50% de leur traitement de base, et on a également la même perte en fait sur les primes, les indemnités, les gardes et les astreintes, et notamment l'IESPE qui, elle, également n'est plus maintenue à partir du 4e mois. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul très rapidement. C'est assez important en fait comme perte de rémunération jusqu'au 9e mois, et ensuite en fait à partir du 10e mois, là l'hôpital n'intervient plus du tout, et c'est la sécurité sociale qui prend le relais avec le versement d'indemnités journalières. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le versement de ces indemnités journalières va être plafonné en fait, et vous ne toucherez plus que maximum, vraiment maximum 1 400 € par mois, avec une limitation dans le temps. Là où en fait, ce que proposent les contrats de l'APA, c'est de pouvoir vous accompagner au travers d'abord de contrats qui sont sur mesure. Ça veut dire quoi, des contrats sur mesure? On l'a vu tout à l'heure, vous avez tous des statuts qui sont différents, avec des droits statutaires qui vont pouvoir varier. Et donc par rapport à ça, les contrats de l'APA sont conçus pour prendre le relais en fait de cette perte de rémunération effective que vous avez soit dès le premier jour, soit dès le 4e mois d'arrêt de travail. Ces contrats vont venir s'adapter au plus juste en fait de la perte de rémunération que vous pouvez avoir selon votre statut, et donc sont conçus de façon sur mesure. Ça, c'est la première chose, avec également, bien entendu, on parle de prévoyance. La couverture en cas d'arrêt maladie est la base en fait, la plus importante à couvrir. Mais derrière, vous avez aussi une couverture pour la famille en cas de décès. Et ça, c'est un point aussi primordial. Alors,
La particularité des contrats de l'APA par rapport à tout ce qui peut être offert sur le marché de la prévoyance et de la protection sociale, c'est que d'une part, comme je vous le disais, ils sont sur mesure, ils sont très simples de compréhension et ils vont pas proposer pléthore de garanties dont vous n'auriez pas besoin. L'important, c'est que vous soyez vraiment protégés sur les lacunes qui sont constatées sur les droits statutaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart des contrats de prévoyance fonctionnent avec des exclusions. C'est une base. C'est comme ça que fonctionnent les contrats d'assurance. Et donc, il est important de regarder quand vous souscrivez un contrat pour venir vous protéger sur ces compléments de salaire. Il est important de regarder ces exclusions. Et l'APA a fait le choix, en fait, d'avoir très très peu d'exclusions dans ces contrats, notamment les seuls, il n'y aura pas d'exclusion sur les affections dorsaux-lombaires. Le burn-out également n'est pas une exclusion dans les contrats de l'APA. Et ça, c'est vraiment très déterminant, en fait, et ce qui fait la différence avec la plupart des autres contrats qui sont proposés. Marc l'a dit tout à l'heure, on a des accords aussi avec la plupart des hôpitaux pour en fait venir prélever sur fiche de paye les cotisations de ces contrats prévoyance et santé, ce qui va éviter en fait tout un tas de démarches administratives et qui se calent sur le modèle de ce que peuvent connaître en fait les salariés du privé, hein, puisque pour les salariés du privé, le contrat de prévoyance est totalement transparent en fait dans la perception de la cotisation. Donc ça, c'est un plus. Et puis enfin, l'APA, c'est vraiment une association, et c'est une association qui dédie en fait chaque année un budget très important à ce qu'on appelle un fonds solidaire qui va permettre de venir aider en fait chaque adhérent, praticien hospitalier, interne, libéral, qui se retrouverait en difficulté de façon ponctuelle, difficultés financières, difficultés médicales, et qui aurait besoin d'une aide financière pour lui ou pour sa famille également. Ça, c'est vraiment un point déterminant. Le dernier point déterminant aussi, c'est dans l'approche, c'est l'association APA hein, qui pilote ces contrats, qui détermine aussi tout le suivi. Et l'APA, elle a fait le choix en fait de confier en fait la gestion de ces contrats à un cabinet qui a vraiment des équipes à taille humaine, donc et qui sont spécialistes des statuts de praticiens hospitaliers et assimilés, donc les assistants, les chefs de clinique, les hospitalo-universitaires, tous les statuts qui travaillent à l'hôpital et les internes, puis effectivement les accompagner tout au long de leur carrière, donc à partir du moment où il y a aussi une activité à l'extérieur de l'hôpital, l'APA est là aussi pour accompagner ses adhérents dans cette évolution de carrière et cette évolution d'exercice. Donc c'est des équipes qui vont suivre chaque praticien hospitalier adhérent au plus près de son évolution de carrière, et qui a donc une expertise vraiment pointue de tous les changements qui peuvent s'opérer sur ces statuts, donc pour accompagner au mieux et au quotidien cette évolution de carrière et ajuster en conséquence en fait la couverture prévoyance et santé de chaque praticien hospitalier. Alors merci Elisabeth. Donc c'est vrai que vous l'aurez compris, hein, l'APA c'est surtout un projet associatif développé autour de valeurs fortes comme la solidarité, la confraternité et la simplicité pour être aux côtés des PH, des internes, mais également de leurs familles. Gérard, est-ce que vous pouvez du coup nous en dire plus sur son projet associatif ? Oui, bonjour. Alors, malheureusement, vous allez voir que mon avatar, parce que j'ai un gros problème de caméra suite à une bande passante défectueuse. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, très bien.
Oui, ben, le projet associatif, c'est ce qui est important à la base, c'est-à-dire que c'est une association engagée sur la santé des collègues, qui travaille pour les internes, pour les praticiens hospitaliers, qu'ils soient médecins ou pharmaciens, dont le but est toujours d'aller vers l'amélioration de leur santé. Hein, ça nous paraît essentiel. Vous nous entendez toujours? Très bien. D'accord. Et donc, nous nous sommes orientés d'ailleurs sur les risques psychosociaux qui étaient déjà très importants en 2017-2018, mais se sont aussi aggravés par la crise sanitaire de la pandémie. Et la crise sanitaire de la pandémie ne peut pas expliquer à elle seule les risques psychosociaux des praticiens hospitaliers et des internes. Si on regarde les chiffres qui apparaissent donc à l'écran et qui nous obligent à agir, on pourrait dire collectivement, il faut voir que les choses démarrent très tôt, puisque en France, on considère que 20% des lycéens sont en burn-out. Et le burn-out touche toujours ceux qui sont les plus impliqués. Souvent, ils vont choisir donc les études en médecine et on voit alors les chiffres s'aggraver puisque l'enquête de 2021 qui a été réalisée à la fois par l'Association nationale des étudiants en médecine de France, l'ISNI, l'intersyndicale nationale des internes et l'intersyndicale autonome nationale des internes de médecine générale sur 11 700 étudiants montre que 67%, ils étaient en 2017 67% à avoir des troubles anxieux, ils sont passés à 75%, qu'on retrouve 39% de syndrome dépressif, que 60% des internes et des externes, le nombre est exactement le même, sont en situation de burn-out, qu'un futur médecin sur 7 a déjà pensé au suicide et que malheureusement un interne sur 18 le réalise. Donc que les médecins et particulièrement les internes en psychiatrie, puisque là on est dans un congrès de psychiatres, les internes en psychiatrie sont ceux qui consomment le plus de substances. Et on retrouve un quart des psychiatres hospitaliers qui consomment aussi une fois par mois au moins des somnifères et des anxiolytiques. Donc ça paraissait évident que devant une situation aussi alarmante, il fallait aider et accompagner. Donc l'APA dans son système associatif a réalisé des liens avec SPS qui fait du soin spécialisé pour les soignants, avec la maison des soignants, les liens avec les syndicats. Tout à l'heure, Marbre très mieux précisé qu'il était syndicaliste. Je suis aussi syndicaliste et administrateur de l'APA. Et nous espérons pouvoir accompagner le mieux possible dans leurs difficultés nos collègues. Car le burn-out, s'il commence à toucher, il touche déjà un médecin sur deux, mais s'il commence à toucher les médecins de demain, c'est pas très rassurant, surtout quand on sait que les internes dépassent largement, selon la spécialité, entre 40 et 58 heures par semaine, alors que l'obligation européenne est au maximum de 48h30. Donc on voit les difficultés et avec le problème de recrutement, le problème des postes vacants, le problème aussi de l'aggravation de la fonction hospitalière et de l'état de l'hôpital qui, on peut le dire dans notre projet associatif, est aussi gravement malade. On voit que il va falloir aider de plus en plus nos collègues et qu'on aura de plus en plus de difficultés de pathologies associées. Donc, et tout à l'heure, Elisabeth soulignait que nous n'avons pas d'exclusion psychiatrique ou psychologique à la base, qui est quand même important dans ce projet associatif, de manière à accompagner au mieux dans tout le côté holistique et global de la prise en charge sanitaire de nos collègues. Je rappelle d'ailleurs que les administrateurs donc qui sont très engagés sont des bénévoles, qui donnent de leur temps pour accompagner leurs collègues et faire que les contrats en accord avec notre courtier en assurance collent au mieux aux difficultés du statut. Donc
Là, il y a une modification du statut qui devient unique. On espère d'ailleurs qu'avec ce statut unique et la clarification que cela va mettre en place, on aura peut-être une amélioration des conditions psychologiques des praticiens, car il faut un esprit sain dans un corps sain. Alors, il faut un corps sain pour pas être épuisé physiquement pour prendre en charge les patients, mais si on est épuisé psychologiquement, il est clair qu'on n'a pas les idées claires, c'est le cas de le dire, pour le prendre en charge. Et ça se traduit aussi par une diminution de la qualité du soin prodigué et donc une perte de sens dont on sait qu'elle aussi est responsable donc de l'augmentation du burn-out. Donc on est là pour protéger les collègues et on est très attentionné. Hier encore au conseil d'administration, nous avons discuté sur comment créer des OSAT ou en tout cas vérifier que la circulaire de la DGOS sur les OSAT par établissement soit mise en place et qu'il y ait des formations pour accompagner au mieux au plus proche des conditions particulières et locales du fonctionnement des hôpitaux, et bien qu'on puisse accompagner au mieux avec une meilleure connaissance des conditions d'exercice nos collègues donc dans les hôpitaux partenaires dont je crois, Elisabeth, tu as rappelé qu'ils étaient 580. Donc il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'accompagnement. L'APA pour ça soutient les associations d'internes, est en lien avec d'autres associations comme celle des pharmaciens, celle des anesthésistes, celle des pédiatres. Et d'ailleurs au conseil d'administration, il n'y a pas que des psychiatres. On peut dire que beaucoup de spécialités sont représentées, radiologues, pharmaciens, pédiatres. Il y a aussi au niveau de nos correspondants locaux et des chirurgiens, il y a vraiment une diversité qui essaye d'être la plus représentative de la réalité de terrain. Nous sommes des gens de terrain et nous essayons donc d'accompagner dans ce projet associatif, d'où d'ailleurs tous les membres de l'APA sont adhérents du projet associatif. Ils payent une cotisation d'adhésion à ce projet associatif. Nous sommes une association de 1901 et ça c'est essentiel parce que c'est des professionnels pour des professionnels et qui partagent dans leur travail quotidien la même réalité de terrain. J'espère que de faire bien passer ce message de notre sensibilisation et que les actions menées, que ce soit interview, podcast, la lettre de l'APA, les webinaires comme celui-ci, la possibilité aussi qui est prévue que des administrateurs viennent soutenir les correspondants locaux et faire des webinaires ou des séminaires locaux sur les difficultés particulière de la santé des praticiens pourra aider à une amélioration très nette. En tout cas, c'est notre objet, notre seul objet, c'est la santé de nos adhérents. Merci beaucoup Gérard, merci à tous les trois d'ailleurs pour votre intervention. Je propose de passer aux questions puisque le webinaire en lui-même s'achève ici. Je crois qu'il y en a quelques-unes en attente. On en a une de Jean-Christophe. Un PH temps plein qui choisirait de partager son activité avec un autre établissement public, doit-il avoir l'autorisation de son établissement de recrutement initial? Oui. Allez-y. Je réponds. Oui, bien sûr, évidemment, puisque c'est dans le cadre soit du GHT, soit d'une convention auprès d'un autre établissement. Donc, c'est avec l'autorisation de son directeur. Pour une activité, on parle bien d'activité publique. Très bien. Si tu veux compléter, Gérard. Oui, il faut l'autorisation. En principe, ils doivent s'entendre, les deux établissements doivent s'entendre. Alors oui, on parle forcément d'activité publique, puisque dès qu'on parle d'activité privée ou libérale, cela entraîne une modification d'application notamment des primes au niveau du statut.
Et donc, et aussi, on passe pas sur le même régime non plus. Vous avez droit à une demi-journée, donc dès qu'on dépasse, hors aussi les expertises, mais sinon, dès qu'on dépasse les temps, on se retrouve donc avec tout un corpus de charges, de paiement au niveau de la sécurité sociale, etc., qui changent complètement et qui ne correspondent plus au statut en lui-même. Donc, il faut être très vigilant et obtenir au mieux, en effet, les autorisations de son administration. Ça évite d'ailleurs pas mal de difficultés secondaires. Il faut être, à mon avis, très transparent sur ce qu'on veut obtenir et être très en lien avec son administration hospitalière pour ne pas se retrouver dans des lignes d'exclusion statutaire. Je voudrais compléter, d'autant plus qu'il y a la question dont on a évoqué tout à l'heure de la prime d'exercice territorial quand c'est au sein du GHT, donc c'est bien inclus et le praticien pourrait donc au-delà de son temps, avoir du temps de une valorisation par la prime, mais aussi compter du temps de travail additionnel. Et l'autre aspect, et on pourrait le faire sur un autre établissement, mais là c'est dans le cadre d'une convention aussi avec un accord de l'ARS, c'est une prime dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui est aussi une nouvelle prime, celle de solidarité territoriale, qui est aussi valorisée, une valorisation d'activité sur un autre GHT, un autre établissement à distance pour compléter. Mais c'est un cadre particulier. Donc là, bien évidemment, il faut une convention, il faut un accord d'établissement. Voilà. Merci à tous les deux. Autre question de Gérald qui demande quelle est la situation vis-à-vis de l'APA d'un PH temps plein en fin de carrière et recruté par le même établissement dès sa retraite comme PHC à temps partiel en cumul emploi-retraite. Je peux répéter si nécessaire. Donc vis-à-vis de l'APA, dans le sens de la protection, donc il est en retraite, donc il a liquidé sa retraite, donc il cotisera plus à l'IRCANTEC par exemple, enfin, en tout cas, il récupérera plus des points à l'IRCANTEC, et donc il sera donc avec un emploi en plus, donc au niveau de l'APA, il peut continuer à avoir une protection du côté de la santé. Mais ça, on peut, comme tout pour retraités et praticiens. Si j'ai bien compris la question, est-ce que c'est clair? N'hésitez pas, si ça ne répond pas à votre question, à remettre quelque chose dans le chat, un complément d'information, une demande. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, il y a une dernière question de Julie qui demande « L'ISPE reste-t-elle, malgré les dernières réformes, versée au prorata du temps exercé, même dans le cas d'une reprise à temps partiel thérapeutique après un arrêt de longue maladie ?» L'ISPE, c'est soit temps plein, soit temps partiel. Vous avez vu qu'elle remet. Voilà. Donc, il y a un différentiel autour de 1010 euros. Voilà, 1010 et puis 600 et quelques euros pour les temps partiels. Voilà. C'est le cadre, en tout cas, au niveau de la grille rémunération. Merci. Je pense que oui, ce qui est important, je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais ce qui est important, c'est que cette prime, elle est vraiment versée uniquement aux praticiens hospitaliers qui exercent à 100% à l'hôpital, hein. Donc qui n'ont pas d'activité libérale à côté. Voilà, c'est ça. Et dans le cadre d'un contrat, il faut le rappeler aussi, d'un contrat qui est signé pour 3 ans, avec aussi un engagement mutuel de l'hôpital et praticien. C'est tout à fait extrêmement important. Merci à tous les deux. On a une nouvelle question qui est arrivée de Faraji qui demande donc le plan Ségur et la refonte du statut du PH. Il demande ce qu'on a perdu en fin de carrière et quel serait l'avantage pour un ancien PH temps partiel d'augmenter son temps de travail à 80%. Alors, 2 questions. Alors, c'est le Ségur, mais au fond, peut-être pour rappeler un peu le travail, c'était aussi l'hôpital de 2020. C'était l'issue d'un travail qui a été engagé au niveau de la simplification des statuts au fond,
une clarification du côté des directions et du suivi, mais aussi au niveau des jeunes praticiens qui ne comprenaient plus rien dans les statuts. Donc 2 statuts, c'était le statut de praticien et le statut contractuel. Sur le temps plein qui exerce... attendez. Donc sur la refonte du statut, qu'est-ce qu'on a perdu en fin de carrière? En fin de carrière, je crois qu'on n'a pas perdu grand-chose, sauf le fait qu'on a beaucoup de mal, puisqu'au niveau du temps, arriver jusqu'à la fin de carrière pour les collègues qui étaient au 13e échelon, se sont retrouvés en général au 10e ou au 11e échelon pour certains, mais c'était vraiment très, très, très juste. Ce qui ont gagné, c'est les jeunes, comme l'a rappelé tout à l'heure Elisabeth, c'est-à-dire l'entrée dans la carrière, c'est ce qui avait été demandé par l'ensemble des syndicats des hospitaliers, de façon à avoir une attractivité de l'hôpital. Par contre, ce qui était plus compliqué, c'était pour les milieux de carrière, où au fond la grille a été remontée justement pour les entrées, mais les entre-deux n'ont pas réussi à avoir la... Donc il y a eu des recours en gracieux pour un certain nombre de praticiens, recours contentieux, puis ensuite un recours au Conseil d'État par certains intersyndicales, et qui a été, s'était prononcé 6 mois ou il y a quelques jours, il y a eu un refus du Conseil d'État de reconnaître la dégradation sur les carrières, des milieux de carrière. Ça, c'est la première partie de la question, je pourrais dire. La deuxième partie de question, excusez-moi. Quel serait l'avantage pour un ancien PH temps partiel d'augmenter son temps de travail à 80%, Marc? La rémunération va être au prorata, en fait. Voilà. Donc, il sera mieux payé. Je pense que c'est extrêmement important au niveau de la retraite, du quotidien, évidemment. Oui, je pense que ce qui est important, c'est aussi la possibilité du coup de vraiment faire... il y a plus de possibilités dans la variation du temps de travail finalement. C'est moins figé par rapport à ce qui existait avant. Et donc, ça laisse plus de possibilités. Voilà. Après, il faut qu'il y ait un accord aussi, un accord. Bien évidemment, il y aura un chef de service, un chef de pôle, un accord des directeurs, et avec aussi, c'est une temporalité. Il faut faire des demandes dans un délai, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 mois, mais bon, voilà, il y a un certain nombre de points. De critères à respecter, oui. Voilà. Alors, on a plein de nouvelles questions qui sont arrivées. Donc, on en a une d'Hélène qui demande: est-ce qu'un PH temps plein à 100% qui exerce une activité accessoire le week-end, les vacances ou en soirée peut percevoir la prime d'engagement de service public exclusive? Activités accessoires qui ne sont déclarées au niveau de l'hôpital, accessoires. Alors, il va falloir qu'Hélène nous précise. Parce qu'en principe, en temps plein, il n'y a pas d'activité accessoire, sauf cas particulier. Voilà. Le temps plein peut exercer une activité d'intérêt général, une ou deux. Donc, ça, c'est avec un contrat aussi, avec une convention, et donc avoir un complément, mais ça, c'est dans les cas des 10 demi-journées. Donc, on peut faire 9 demi-journées et une demi-journée d'intérêt général. On a parlé aussi de l'activité libérale intra-hospitalière à temps plein. Donc, il reste temps plein, mais il peut faire 1 ou 2. Il restera temps plein, il ne sera pas temps partiel, il restera temps plein, mais il pourra avoir un complément au niveau de l'activité libérale. Là également, dans un cadre très particulier qui est bien défini au sein de l'hôpital intra-hospitalier, les activités accessoires. Ça peut être, si c'est déclaré, ça doit être déclaré en principe à ce moment-là, oui, ça peut être faire l'objet du temps, comment dire, de reconnaissance de ce temps, voilà, temps de travail additionnel. C'est ce que je voudrais dire. Merci, Gérard, tu complètes. Non, c'est parfait, j'ai pas complété quoi que ce soit. Il y avait, c'était un truc qui me revenait, il faudrait vérifier, parce que j'ai cru comprendre qu'une des questions précédentes parlait peut-être d'un mi-temps thérapeutique. Et est-ce que la prime était versée au prorata? Donc je crois que ça c'est une chose qu'il faut préciser en effet et sur lequel je vais me pencher parce que faudrait qu'elle nous laisse son mail ou son adresse, cette dame, parce que à mi-temps thérapeutique on reste en plein, mais c'est un accord de soins, donc c'est probablement peut-être pas considéré comme une action à temps partiel. La question du prorata est à discuter. Il faut peut-être qu'on voit c'est un cas particulier qui n'est pas vraiment explicité dans le statut.
Donc, parce que c'est à chaque fois une demande particulière qui est accordée ou pas. Donc là, il faut voir si on reste toujours considéré comme temps plein et si on touche ou pas cette prime totalement, puisqu'elle rentre dans les revenus annexes. Et que là, forcément, l'accompagnement par l'APA peut tout à fait être discuté. Donc ça me paraît une question essentielle. Si bien sûr la collègue a pris la garantie des revenus annexes, mais c'est quand même important de voir cela. Parce que en parlant des burn-out et des risques associés, on peut avoir des mi-temps thérapeutiques pour ces questions-là. Donc, il faut qu'on se penche un peu mieux sur cette question afin de ne pas dire n'importe quoi. Mais c'est une très bonne question qui mérite d'être fouillée. Merci Gérard d'avoir complété. Nouvelle question cette fois de Marie qui nous dit qu'un assistant exerçant à 100% à l'hôpital peut faire des remplacements libéraux en dehors de son temps de travail ou lors des congés sans solde dédiés. Mais peut-elle continuer en parallèle à toucher l'IESPE ? Là, l'assistant. Oui, vas-y. A priori, ce que je comprends de la question, c'est que c'est des remplacements en libéral. Donc, dès lors qu'il y a une activité libérale, il semblerait que, dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on a lu dans les textes, l'IESPE n'est plus versé. Je pense que ça répond effectivement à la question, Elisabeth. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas encore une fois à reformuler ou à demander des compléments d'information via le chat. On a une nouvelle question de Julie qui demande si, alors je la lis une première fois, peut-on cumuler primes multisites et primes d'activité sectorielle et de liaison pour les PH psychiatres ? Alors, c'est plus la prime multisite. Oui, elle a bien précisé. C'est la prime d'exercice territorial. Alors, théoriquement, oui. Mais dans les faits, c'est extrêmement compliqué puisqu'il y a un certain nombre de cadres, vous connaissez, par rapport à l'exercice territorial. Par rapport à l'entité sectorielle et de liaison, il y a un certain nombre de demi-journées à faire ou de lieux de travail sur lesquels il faut faire, avec un contrat également. Et donc, cumuler les deux, ça peut être assez compliqué et ça serait une certaine gymnastique aussi bien au niveau du service que au niveau du praticien. Mais théoriquement, ça serait possible. Mais je crois dans les faits, c'est pas tenable. Gérard ? Oui, c'est compliqué parce qu'il y a un certain nombre de demi-journées. Mais ça existait déjà autrefois avec la prime multisite et la prime de secteur. Il faut forcément voir. Alors c'est souvent, faut quand même le dire, c'est souvent la direction qui va voir si oui ou non elle est d'accord ou pas, et en fonction donc de ses propres contraintes de recrutement, elle est parfois très ouverte et très généreuse, et parfois plutôt très restrictive. Donc ça, il faut en discuter avec à la fois votre chef de pôle et à la fois l'équipe de direction, et plutôt d'ailleurs le directeur de l'établissement, car souvent, il faut quand même le dire, et le président de CME, car souvent c'est à géométrie variable. Là, comme je ne connais pas du tout l'établissement où la personne qui pose la question exerce, il faut voir très localement. C'est évident que dans des endroits où il y a des difficultés de recrutement, il y a souvent beaucoup plus de souplesse parce qu'on veut garder le praticien en question. Merci à tous les deux. Autre question cette fois de Jérôme. Peut-on souscrire un contrat de prévoyance APA sans la complémentaire santé ? Oui, tout à fait. Oui, vous avez la possibilité, effectivement, et l'APA met un point d'honneur à d'abord prévoir ce contrat sur la partie prévoyance. C'est d'abord sur cette couverture-là que les contrats ont été conçus, et ensuite est venue s'ajouter la possibilité de couvrir le praticien et sa famille sur ses dépenses de santé. Donc oui, les deux sont possibles. Merci Elisabeth. C'est une priorité d'avoir un contrat prévoyance. On le redit, mais vous avez bien vu la démonstration tout à l'heure. C'est
vraiment dramatique. On a des situations, encore des jeunes collègues qui ne sont pas au courant. Parlez-en autour de dans vos équipes aussi. C'est dramatique. Ils se retrouvent du jour au lendemain avec un diagnostic, bon, un cancer, voilà, et puis en arrêt, traitement, etc. Et ils vont plus avoir de rémunération, en tout cas de rémunération conséquente au bout de quelques mois. Hein. Donc, c'est extrêmement important cette prévoyance. C'est parfois difficile hein, de pouvoir se projeter, notamment pour les internes. Quand on est jeune, je pense qu'on se voit, voilà, on se sent invincible, on se voit difficilement dans la maladie, c'est tout à fait normal. Et pour autant, plus vous souscrivez jeune, plus vous allez avoir des avantages à cette souscription. Tout d'abord, effectivement, sur les internes, l'APA a œuvré beaucoup pour que ce soit accessible au niveau du tarif. Et donc, vous allez être protégé, en tout cas sur la partie prévoyance, à partir de 1,50 € par mois quand vous êtes en première et deuxième année d'internat. Cette cotisation, elle va évoluer, mais elle va évoluer très progressivement en fait au travers des différents statuts que vous allez avoir et s'adapter en fait à votre rémunération. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, sur les contrats de prévoyance, vous avez aussi ce qu'on appelle une sélection médicale et on va vous demander de répondre en fonction de votre état de santé. Et donc, plus vous souscrivez jeune, plus vous êtes en bonne santé et donc vous avez un accès beaucoup plus facilité à cette protection-là. Merci Elisabeth. Autre question de Faraji. Un temps partiel peut-il continuer à son cabinet et en arrêt maladie à l'hôpital? Si oui, quelle démarche faire? En tout cas, s'il en a un maladie, il en a un maladie par rapport à l'assurance maladie. Puisque d'abord, n'oubliez pas aussi, j'en profite pour ce point, c'est quand vous êtes en arrêt maladie à l'hôpital, il faut le déclarer à l'hôpital. Vous avez un temps, Elisabeth reprendra ça après. Donc il faut vraiment cette déclaration. Par contre, la déclaration, c'est au niveau de l'assurance maladie, puisqu'il va y avoir un relais, vous avez d'un certain temps au niveau assurance maladie. Alors l'activité libérale continuer, ça je ne sais pas. Est-ce qu'Elisabeth a plus d'éclairage? Sinon, non, je pense que la question est un peu complexe. On n'a pas l'habitude d'avoir ce type de cas. On doit l'avoir hein, dans la façon dont on gère derrière, mais c'est plutôt rare. Donc, je préfère pas vous dire de bêtises. Et dans ce cas-là, on apportera une réponse par mail sur ce point précis. Mais sur la déclaration, c'est-à-dire de prévenez votre hôpital parce que c'est pas automatique. Tout à fait. Alors, vas-y peut-être en dire quelque chose. Effectivement, il faut envoyer votre arrêt de travail auprès de votre établissement qui, lui, va normalement faire le lien avec la sécurité sociale et surtout garder des photocopies de tous ces documents administratifs qui sont importants à conserver dans le cas où l'hôpital ne le recevrait pas correctement, ne ferait pas lui les démarches de façon fluide avec la sécurité sociale derrière. Donc tout ça, c'est important de garder des traces et de pouvoir justifier en cas de perte que vous avez bien été en arrêt maladie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vous invite aussi à aller sur le site de l'association APA de façon régulière parce que beaucoup d'articles sont rédigés sur tous ces éléments, que ce soit sur l'évolution des droits statutaires en fonction de l'évolution de la réglementation, mais également sur toutes les démarches en fait que vous devez accomplir dans ce type de cas, c'est-à-dire comment vers quel organisme je dois me tourner en cas d'arrêt maladie, qu'est-ce que je dois pouvoir donner comme document administratif pour le justifier, dans quel délai. Tout ça, c'est des éléments qui sont très, très clairs en fait sur le site de l'association APA au travers d'articles qui sont rédigés tous les mois. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous plonger dans le site de l'association. C'est pareil hein, sur les statuts et sur tous les éléments qui concernent votre statut, que ce soit le statut de
praticien hospitalier temps plein, le statut de contractuel, le statut d'assistant, le statut de chef de clinique, enfin tous les statuts. Vous avez des pages qui sont dédiées à chaque statut qui détaillent en fait tous les droits qui sont liés à chaque statut en propre. Merci beaucoup. Une autre question. Est-ce que les primes cotisent pour la retraite sont inclus du coup dedans, sont prises en compte? Au niveau des primes et indemnités sont depuis, alors je n'ai plus la date exactement, mais ça ne date pas du Ségur, sont inclus, vous cotisez au niveau de la retraite. Donc c'est extrêmement important, puisqu'au départ, ça n'avait pas été le cas, et ça avait été une revendication justement des intersyndicales à un moment. Donc ça a été fait, c'est inclus au niveau de la COSAC. Merci Marc. Une dernière question de Jean-Christophe. En cas de maladie grave, la prévoyance prend le relais jusqu'à la retraite. Quel âge de retraite est retenu? L'âge légal avec souvent une décote ou bien l'âge qui permet un départ à taux plein? Elisabeth. Je réfléchis. Non, c'est l'âge légal au moment du départ à la retraite. Enfin, c'est vraiment l'âge déclaré, enfin l'âge au moment du départ à la retraite légale possible. Voilà. C'est au niveau de l'assurance maladie qui va mettre en retraite. Voilà. Tout à fait. Alors, a priori, il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Alors, on me dit que si, il en reste quelques-unes. Alors, une de Alia. Moi, je suis PH et j'ai souscrit une prévoyance APA, mais quand j'étais en arrêt maladie, je ne l'ai pas utilisée parce que le dossier était tellement compliqué qu'elle a fini par abandonner. Est-ce que c'est possible de simplifier le dossier? Alors, c'est possible. Je pense que peut-être que dans l'accompagnement, il y a plus de précision à apporter. Néanmoins, c'est un petit peu comme ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On est dans des démarches administratives qui sont parfois contraignantes, effectivement, mais on est sur des éléments qui sont... enfin, il y a un certain nombre de pièces à devoir fournir, effectivement, pour justifier. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le document administratif de l'arrêt maladie, par exemple, qui est à conserver parce que on a besoin entre guillemets, de preuves, d'éléments pour pouvoir, d'une part, verser au bon montant, et puis par rapport à ce qui a été acté par le médecin qui vous a prescrit l'arrêt de travail. Donc, ces éléments-là nécessitent effectivement la fourniture de pièces justificatives que nous n'avons pas en notre possession et qui vont nous permettre, en fait, d'indemniser le praticien hospitalier au plus juste par rapport à son cas d'arrêt maladie. Donc simplifier, mais surtout accompagner là. Exactement. Je pense que simplifier, fondamentalement, il y a des pièces qu'on va demander, qu'on est obligé de demander. Par contre, dans l'accompagnement, et là, je vous invite vraiment à appeler les équipes parce que on a la gestion par mail des réponses apportées aux adhérents, mais aussi on a surtout une équipe de relations clients par téléphone qui vous accompagnera avec vraiment tout le professionnalisme dont elle peut faire preuve pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Et je pense qu'effectivement par mail, parfois, c'est un peu limitatif et on se comprend pas forcément bien, alors que vraiment vous avez un accompagnement au téléphone qui va être au plus juste de vos besoins et disponible vraiment sur des amplitudes horaires assez importantes. Oui, c'est un point extrêmement important ce que tu rappelles, qui est que le conseil d'administration insiste de façon très régulière sur cette nécessité de maintenir ce lien téléphonique, ce lien direct avec les praticiens adhérents. Merci à tous les deux. Autre question de Dragana. Alors, je vais essayer de la lire dans un premier temps. Donc oui, si un PH souhaite exercer dans 2 régions, je pense qu'elle veut savoir comment il doit procéder pour son inscription. Et
La personne demande aussi si un accord de la part de l'ARS est délivré dans les 2 régions et s'il existe un conseil personnalisé, enfin quelqu'un capable de la renseigner, un interlocuteur dédié sur le sujet, en tout cas pour la renseigner. Alors, APH, vous avez bien compris que maintenant qu'il y a un statut unique. Donc, un PH est affecté, s'il n'est pas contractuel, on dit bien un PH titulaire, et il est affecté à un établissement ou un GHT. Et donc, c'est bien cet établissement qui va conventionner avec un autre établissement de notre région. Moi, je suis originaire du Nord, à la frontière du Pas-de-Calais. On pouvait avoir des GHT, enfin des articulations entre des villes frontières. Et ça arrive dans d'autres régions où les petits départements, il peut y avoir plus d'établissements. Donc, il y a ce cadre-là. Si les PH contractuels, il faut aussi avoir un accord ARS, évidemment, dans ce cadre-là. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Alors, ce coup-ci, vous voulez compléter peut-être, Marc, pardon? Non, c'est je bon. réfléchis. C'est une question un peu complexe là, parce que c'est pour moi sur la protection, mais c'est vrai que sur les statuts. Mais l'ARS, de toute façon, sera informé de l'organisation. Donc, il peut y avoir, oui, ce que je voulais compléter, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était la prime d'exercice territorial. Donc, c'est au sein du GHT, on peut, dans plusieurs établissements, en général, un GHT, c'est sur un département. Exceptionnellement, il doit y en avoir sur deux départements. Par contre, si ce sont un exercice sur un autre établissement qui est hors GHT, mais avec cette solidarité territoriale, parce que cet établissement n'a plus de praticiens, recrute personne, etc. Et donc un praticien va aller exercer de façon régulière, enfin quelque chose, un temps de travail là-bas. À ce moment-là, il y aura aussi un accord d'ARS. Très bien. Je crois que cette fois-ci, il n'y a plus d'autres questions. Donc, je tenais à remercier effectivement tous les intervenants, Elisabeth, Marc et Gérard, et puis aussi tous les participants. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à envoyer une dernière question vient d'arriver. De Marc, pas notre Marc, mais un autre Marc. Bonjour, où en est-on du rattrapage des années pour les PH en milieu de carrière? Et malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous avez sans doute déposé un recours gracieux et puis un recours contentieux au niveau local, au niveau les intersyndicales certaines syndicales avaient déposé des recours, certaines recours contentieux au Conseil d'État, et celui-ci a débouté très récemment ce recours en disant c'était nul et non avenu. Donc, de fait, il n'y aura pas de rattrapage. Donc, il faut compter sur la pugnacité et l'engagement des intersyndicales actuelles qui vous représentent au niveau. Et d'ailleurs, il y aura pour votre information, les élections auront lieu l'année prochaine, et je pense que c'est extrêmement important de s'appuyer sur l'intersyndicale qui, elle, négocie directement avec le ministère. Donc, avec peut-être aussi une négociation possible, j'en sais rien là, mais sur ces milieux de carrière. Merci Marc. Alors cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. On va donc finir sur cette dernière question. Pour votre information, du coup, le replay du webinaire vous sera envoyé. En tant qu'inscrit, vous le recevrez sur vos adresses email. Donc voilà, je vous remercie encore une fois à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Julie, merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.